Machiavellianist, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Re les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'attendiez tous, vous me l'avez demandé, hier c'était un déferlement. Sacha, fais vite une vidéo, regarde les propos de Unai Emery, il a défoncé Thiago Silva et Thiago Motta, fais vite une vidéo. Donc moi, comme vous le savez, j'attendais aujourd'hui pour que l'interview en intégralité sur France Football sorte, voilà. D'ailleurs, ça a été très dur de trouver ce France Football parce qu'il était presque en rupture de stock. J'ai dû faire 4 presses pour trouver. Donc ça a dû intéresser fortement les supporters parisiens, cette interview de Unai Emery à France Football. D'ailleurs, France Football, ils se font pas chier sur le prix, 3,50 €, donc incroyable. Envoyez les Utip, Non, je rigole bien sûr, mais voilà, ça va être une vidéo drama, parce que voilà, il y a des choses où vraiment je suis pas d'accord avec lui, Voilà, d'ailleurs le titre, il est clair, à Paris, j'aurais pu devenir le meilleur entraîneur du monde, j'ai raté cette occasion. Donc voilà, il fait quand même un petit peu son autocritique, il avoue qu'il a pas tout réussi, mais voilà, il a dit des choses complètement incompréhensibles, voilà. Donc ce que France Football a retenu, c'est quand il dit que contrairement à ce que certains pensent, Neymar est facile à coacher, tu nous apprends rien. J'aime beaucoup Thiago Motta, mais il ralentissait le jeu, bon, pourquoi tu le mettais? Je voulais que Thiago Silva sorte de sa zone de confort, mais je n'ai pas réussi. Donc tu es en train de nous expliquer que tu étais vraiment un mauvais. Donc voilà, donc 80% de l'interview, je vais le fracasser, comme vous le savez, mais il y a 20% de choses où, comme quoi, voilà, il est défendable. Donc voilà. Donc comme d'habitude, comme pour l'interview donnée à France Football de Neymar et de Kylian Mbappé, on va vous lire toutes les questions du journaliste et toutes les réponses d'Unai Emery. Unai Emery vraiment a fait un longue interview, voilà, longue interview avec beaucoup de questions. Donc je pense que ça va être intéressant pour voir un petit peu comment fonctionnaient aussi les dirigeants du Paris Saint-Germain, les joueurs, son entente, comment ça s'est passé son arrivée, pourquoi il n'a pas réussi à faire ce qu'il a voulu faire, pourquoi il n'a pas réussi à installer son autorité. Donc voilà, les postos. Donc installez-vous confortablement, la vidéo risque d'être longue, on va essayer de vous lire cette interview sans bégayer, parce que des fois vous le savez, Sacha il bégaye, mais voilà, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, on sort pas de l'énarque, même si voilà, c'est pas une excuse. Bref, voilà, donc on va commencer. Donc, ce qu'on retient en premier, Unai Emery, à Paris, j'ai raté l'occasion de devenir le meilleur entraîneur du monde. Donc c'est parti. Il s'était fait très discret dans les médias français depuis son départ du Paris Saint-Germain en juin 2018. Malgré son éviction d'Arsenal, Unai Emery a accepté de revenir pour France Football sur ces deux expériences contrastées mais intenses qui n'ont pas douché son enthousiasme et son amour pour le métier d'entraîneur. Donc on va commencer sur les premières questions. C'est parti les postos, donc installez-vous confortablement. Première question du journaliste. Unai, vous nous accueillez dans l'un de vos 2 restaurants, à Madrid, l'autre est à Valence, où un chef cuisinier doit assembler les bons ingrédients pour obtenir le meilleur résultat possible. N'est-ce pas aussi la définition d'un entraîneur? Unai Emery. Oui, c'est vrai. Il y a aussi cette idée de devoir combiner les ingrédients. Il doit être capable d'en changer selon les besoins, d'adapter sa recette selon ce dont il dispose. Évidemment, dans un monde idéal, un entraîneur rêve de pouvoir choisir précisément ce dont il a envie pour construire la recette qu'il a imaginée au préalable, mais ça, c'est rarement possible. Donc, il doit être capable de trouver le bon trajet entre ce dont il dispose et ce qu'il a conçu, quitte à devoir ajuster les choses. En passant du FC Séville au Paris Saint-Germain, vous avez justement dû ajuster des choses. Lesquelles? Par définition, quand on change de club, on doit apprendre un nouvel environnement. Quand en plus on change de pays, on doit intégrer un championnat différent, une langue différente, une culture différente. Passer de Séville à Paris, c'est grimper d'un étage, sinon plus. Car à Paris, j'ai appris à un niveau plus élevé ce qu'était l'exigence de gagner obligatoirement. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est que tout peut basculer sur ce simple détail. Un but que l'on met ou que l'on met pas, une décision arbitrale contre vous ou en votre faveur, en fonction de cela, dans ce genre de club où le résultat est priorité absolue, tu auras réussi ou échoué. Justement, considérez-vous avoir réussi ou échoué à Paris? J'ai gagné le championnat, 4 coupes nationales et 2 trophées des champions. Mais l'objectif ultime, c'était la C1. La première année 2017, en 8e de finale contre Barcelone, nous faisons un match aller de très haut niveau, 4-0 le 14 février. Et au retour, on se fait éliminer car le VAR n'existait pas encore, 6-1 le 8 mars. On a clairement été éliminé par des décisions d'arbitrage. La seconde année contre le Real Madrid, on s'incline devant une équipe 3-1, 1-2 qui signe un triplé historique, 3 Ligues des Champions d'affilée 2016, 2017 et 2018. Et encore au match aller, on pourrait aussi trouver à redire sur l'arbitrage.
Bilan, on a perdu la première fois sur des décisions arbitrales et la seconde contre le champion en titre et à venir. À la fin de la seconde saison, quand nous nous sommes vus avec le président Nasser, nous nous sommes serrés la main et dit au revoir naturellement, sans amertume, en convenant que nous avons eu 2 opportunités mais que ça n'a pas été possible. Parce que tout ça se joue sur des détails. Et vous voulez savoir? Dites-nous. L'année dernière, quand Paris a été éliminé par Manchester United, j'ai envoyé un message à Nasser. Contre le Barça, le VAR nous aurait permis de nous qualifier. Et cette fois, contre Manchester, le VAR vous a éliminé. Les détails toujours, c'est le football et je l'accepte. Parfois j'ai gagné grâce à ces détails ou ces faits de jeu. Et d'autres fois, comme à Paris, j'ai perdu sur ces détails. Je comprends que l'on évalue le travail sur cela. Je connais la règle. Parfois tu gagnes contre le cours du jeu grâce à un fait de jeu ou un détail heureux. Est-ce que ça veut dire que tu as fait un meilleur travail que l'entraîneur d'en face? Mais je sais que le foot de très haut niveau se juge uniquement sur ça. Si tu gagnes, tu es un gagnant. Mais quand tu perds, tu n'es pas un perdant. Simplement, tu as perdu une opportunité. À Paris, vous étiez arrivé avec des idées pour faire évoluer le jeu parisien. 4-2-3-1 à la place du 4-3-3. Davantage de vitesse que de possession, etc. Pourquoi n'avez-vous pas réussi à imposer votre philosophie? Je voulais un 4-2-3-1, car c'était le meilleur système pour Javier Pastore, mais les blessures s'en sont mêlées. De plus, c'était un système où je pouvais quand même avoir Blaise Matuidi, mais en le mettant à gauche. On a beaucoup commenté ce choix, mais j'observe qu'il a été champion du monde à ce poste, et qu'à la Juve, il est aussi utilisé ainsi. Pour ce qui est du style en général, je crois qu'à certains moments, j'ai réussi à transmettre le jeu que l'on souhaitait, comme lors du premier trophée des champions contre Lyon, 4-1 le 6 août 2016, en finale de Coupe de la Ligue 2017 contre Monaco, 4-1, contre le Bayern en phase de poule la seconde année, 3-0, et bien entendu lors du 8e aller contre Barcelone, qui est le match qui illustre le mieux la mentalité et le jeu que je voulais pour Paris, mais c'est vrai que je n'ai pas réussi à l'imposer tout le temps. Pourquoi? Parce que je devais composer avec les caractéristiques des joueurs. Par exemple, j'aimais beaucoup Thiago Motta, mais il ralentissait le jeu. Il était fait pour un jeu de possession. Comme je voulais travailler avec lui, j'ai dû m'adapter et revenir un peu plus de possession. Cela dit, la seconde année, c'était mieux. On jouait vite, plus souvent, notamment avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Et si on regarde attentivement contre le Real, on les a poussés et on a eu les occasions pour prendre l'avantage. Mais la défaite, puis ensuite la blessure de Neymar, ont mis un coup au moral du groupe. C'est aussi une rencontre marquée par un choix fort, écarter Thiago Silva. Je voulais que l'équipe défende plus haut. Thiago Silva est un super joueur, mais je voulais qu'il soit plus haut et je n'ai pas réussi à lui faire accepter cela. Je voulais qu'il sorte de sa zone de confort, qu'il ose défendre plus haut pour que la pression générale de l'équipe sur l'adversaire soit plus efficace. J'ai travaillé avec lui pour lui faire accepter cela, mais je n'ai pas réussi. Et cette caractéristique du jeu de Thiago Silva rejaillissait sur toute l'équipe, qui, sous la pression, avait une tendance naturelle à reculer, comme au Camp Nou la saison précédente. Je voulais que Thiago Silva sorte de sa zone de confort, mais je n'ai pas réussi. C'est quand même une phrase assez incroyable. Pourtant, je donnais la consigne de remonter, mais ça n'a pas été entendu. Est-il vrai que vous avez offert un livre sur le leadership à Thiago Silva? J'aime bien offrir des livres à mes joueurs sur le mental, comment se dépasser. Mais pour ce cas spécifique, je lui ai dit que je l'avais en espagnol et lui ai conseillé de le trouver en portugais si ça l'intéressait. Plus globalement, je dialoguais beaucoup avec Thiago Silva, car il était le capitaine. Notre relation avait bien débuté, mais plus le temps passait, moins la confiance était présente. Surtout quand j'ai opté pour Kimpembe à Madrid, ça n'a pas plu à Thiago Silva, mais un entraîneur doit prendre des décisions qu'il juge bonnes pour l'équipe, d'autant que j'avais eu le soutien du président dans mes choix, et moi j'avais l'expérience de Barcelone. À l'aller, sans Thiago Silva et avec Kimpembe, on avait été plus agressif, alors qu'au retour avec Thiago et sans Kimpembe, on avait trop reculé. Ça aurait été plus facile pour moi de mettre l'équipe habituelle et de laisser jouer. Mais non, moi je voulais faire ce qu'il était meilleur pour l'équipe, pas pour mon confort. Pourquoi alors avoir remis Thiago Silva au retour? Sous la pression du club? Du vestiaire? De la presse? Non, aucune pression au club ou de la part des joueurs. J'ai dit à Thiago, tu es un bon joueur, tu dois prendre ta part de responsabilité. Parce que c'était un autre match, un autre contexte. Aussi, avec le retour de Thiago Motta et l'absence de Neymar, j'avais demandé qu'on leur rentre dedans, qu'on emballe la partie, que l'on mette de la personnalité, et ça faisait partie du choix de Thiago Silva. Je lui avais dit, toi aussi, tu dois nous aider, montre-nous. Bon, au bout de 10 minutes, j'ai compris qu'on ne passerait pas.
À Séville, vous étiez le boss, les joueurs obéissaient sans broncher à vos consignes, alors qu'à Paris, il vous a fallu vous adapter aux joueurs. Est-ce la différence majeure entre un bon club et un grand club? Tout dépend du moment et avec qui. Par exemple, Matuidi ne voulait pas jouer à gauche, mais il l'a fait. Et si on fait le bilan, avec moi, Meunier a bien fonctionné, Kurzawa aussi, Areola s'est consolidé, Kipembe s'est affirmé, Marquinhos aussi. Rabiot et Verratti ont été performants, Cavani la première saison a été sensationnelle. Peut-être que Di Maria n'a pas été tout le temps bon, mais ça allait globalement avec certains joueurs comme Thiago Silva. Il m'a manqué un petit truc pour les amener à leur point culminant. Mais ce qui a manqué surtout, c'est une qualification en quart pour que tout le monde soit convaincu. Si on passe Barcelone, je suis persuadé que derrière, on peut fédérer bien mieux. Et quand on voit ce qu'on a tenu, les fameux détails. Rafael Benitez expliquait il y a quelques années dans France Football qu'un coach, aussi bon soit-il, ne peut imposer ses idées dans un grand club que si la direction est totalement derrière lui. Êtes-vous d'accord avec lui? Je me suis toujours senti soutenu par le président Nasser. Par exemple, quand on était sur le point de faire signer Neymar, ça a été à moi d'expliquer en personne à Ney que l'on allait faire une équipe autour de lui. Avec un joueur aussi phénoménal, tu ne peux pas lui dire qu'il y a déjà une équipe et qu'il va devoir s'adapter. Tu dois faire l'équipe pour lui. Sinon, il ne vient pas. C'est certain, le président et la direction parlent contrat, mais c'est l'entraîneur qui doit le convaincre du projet de jeu. Pour un entraîneur comme vous qui prône l'effort collectif, intégrer une individualité comme Neymar dans votre projet, est-ce vraiment simple? Un coach est toujours ravi et chanceux quand il peut compter sur un joueur autant hors norme. Mais c'est tout un processus qu'il faut prendre le temps de bien faire. Neymar découvrait un nouveau pays, un nouveau championnat, une nouvelle langue, une nouvelle culture, d'autant qu'il devait aussi gérer sa vie familiale avec son fils. Donc j'ai commencé avec lui une intégration patiente et la plus confortable possible. Ce procès a continué avec Thomas Tuchel et on voit ailleurs que c'est véritablement maintenant qu'il donne sa pleine mesure. Contrairement à ce que certains pensent, Neymar est facile à coacher. Il adore le foot et il a bon cœur. Il a juste fallu que je lui dise parfois au début. Non au début. Non à quoi? À des choses. Il n'était pas très content, alors je lui ai dit « Ney, tu dois t'habituer à ce que parfois les gens te disent non ». Et il a fini par l'accepter. Mais encore une fois, il devrait s'adapter à beaucoup de choses. Aux commentaires sur lui, par exemple, au Brésil et en Espagne, on comprenait et on aimait son style, tout en dribble et en provocation. En France, il y a eu quelques incompréhensions, parfois on l'a accusé de chambrer, alors que c'est son jeu qui est comme ça. Neymar prend des coups à chaque match, mais c'est lui que l'on critique pour avoir des dribbles. Ça a dû lui paraître injuste. J'ai construit l'équipe pour que lui fasse la différence. Ça aussi, ça prend du temps, car parfois Ney allait prendre la balle près des centraux. Je lui disais, Neymar, on a de bons joueurs, ne t'inquiète pas, ils vont t'apporter le ballon dans la meilleure zone pour que toi, tu puisses faire la différence. C'est ça le processus qui est en train de vraiment aboutir en ce moment. Je vais vous dire, s'il est heureux à Paris, s'il s'en donne la peine, si les gens le comprennent et le soutiennent, il peut être le meilleur joueur du monde au PSG. Mais au haut niveau, on en revient aux détails et aux occasions à saisir. Moi aussi, à Paris, je pouvais devenir le meilleur entraîneur du monde, j'ai raté cette occasion. Contrairement à ce que certains pensent, Neymar est facile à coacher. Ça aussi, c'est une phrase qu'on va retenir. Donc voilà, on va continuer. Donc Neymar a encore la possibilité de devenir le numéro 1. Après, ce sera Mbappé et ainsi de suite. Justement, qu'avez-vous pensé de la sortie houleuse de Kylian Mbappé contre Montpellier il y a 10 jours? C'est une histoire d'ego. Kylian, je le connais, c'est un bon gars, mais il est ambitieux. Or, cet ego qui ressort et qu'il affiche publiquement comme l'entraîneur, ce n'est pas bon. Contre l'entraîneur, ce n'est pas bon pour son image. Et ça veut dire qu'il ne contrôle pas ses émotions. Mais au fond, cela veut dire que c'est un joueur qui veut plus, que c'est un gagneur. Je préférerais toujours un joueur mécontent contre moi parce qu'il ne joue pas, car cela signifie que c'est un compétiteur. Et Thomas Tuchel, comment jugez-vous son travail? Il a aussi une très belle occasion de frapper un grand coup. Les joueurs sont dans un bon moment. Neymar fait une saison de très grande qualité, donc je crois vraiment que Paris peut gagner la Ligue des Champions cette saison. Je l'ai d'ailleurs dit à Nasser, avec qui j'ai gardé de très bonnes relations, ainsi qu'avec l'émir. Les Qatariens ont misé sur Paris, ils mettent vraiment le maximum dans ce projet et la France devrait vraiment être reconnaissante de cet investissement total de leur part, car ils ne lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas gagné. Je peux vous le dire, moi-même, je leur suis très reconnaissant de m'avoir choisi. Ça a été une immense chance. Et je suis un bien meilleur entraîneur après avoir dirigé le Paris Saint-Germain. Il est tellement meilleur qu'il s'est fait jeter par Arsenal. Bref.
Quand on parle de vous, on souligne souvent votre grande force de travail, votre connaissance pointue du jeu, mais on souligne aussi parfois une certaine fébrilité. En êtes-vous conscient? J'ai entendu ces commentaires évidemment, mais j'ai connu pas mal de succès avec ma personnalité en Espagne et même à Paris, où il nous a surtout manqué la Ligue des Champions et j'ai rappelé dans quelques conditions. C'est le résultat qui va donner l'interprétation à une attitude. Si un coach gagne en étant calme, on dira que c'est grâce à son calme. S'il perd, on dira qu'il a été trop passif. À l'inverse, si un coach gagne en gesticulant comme ça, peut-être mon cas, on dirait qu'il a transmis son énergie aux joueurs. Mais s'il perd, on dira qu'il leur montre de l'anxiété. Moi, je gesticule et je parle beaucoup car j'aime être au contact mentalement avec les joueurs. C'est comme ça que je suis et que je pense être le plus efficace. Je ne crois pas manquer de self-control. J'ai dû être expulsé 3 fois en plus de 15 ans de carrière. Plus important, j'ai toujours su gagner et perdre après le 6-1 à Barcelone. Je n'ai pas perdu le contrôle, pareil après le Real. À chaque fois, j'ai gardé le cap et on a bien fini les saisons alors qu'après le Real, je savais que c'était la fin de mon expérience au PSG. Comment expliquez-vous votre échec à Arsenal? Arsenal était un club sur la pente descendante depuis 2 ans quand je suis arrivé. Nous avons enrayé cette chute et même commencé à redresser le club avec une finale de Ligue Europa et une 5e place en championnat à une longueur seulement de Tottenham alors que nous avons pris qu'1 point sur les 5 dernières journées. On avait la qualification pour la C1 en main et ça a mal tourné sur le final, mais ça a été une bonne saison et nous avions l'idée de continuer cette progression. Mais nous avons perdu nos 4 capitaines, Laurent Koscielny, Petr Cech, Aaron Ramsey et Nacho Monreal. Ce sont des personnalités qui nous ont manqué cette saison pour garder un cap. Et certaines stars n'ont pas eu la bonne attitude et demandé plus qu'elles ne donnaient. Compte tenu de tout ça, il aurait fallu davantage de temps pour réussir la transition vers le nouvel Arsenal que je souhaitais. Par exemple, Nicolas Pepe, qui était un choix du club, a clairement besoin de temps pour s'adapter. Mais j'accepte la règle et je serais mal placé de la critiquer car j'ai aussi bénéficié de ce jugement par le passé. À Paris, vous dites qu'il vous a manqué quelques détails pour saisir les opportunités qui auraient tout changé. À Arsenal, pareil. À l'heure du bilan, quelle est votre part dans ces ratés? Long silence apparemment. À Paris, la première saison, je pense que l'on aurait été bien meilleur avec Zlatan Ibrahimovic qui venait de partir à Manchester United. Et la seconde, on fait une bonne année et il y a la blessure de Neymar. Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Convaincre encore plus certains joueurs de la direction que je souhaitais prendre? Ça oui, c'est vrai. À Arsenal, il y avait un processus en marche cette saison qui a pris plus de temps que prévu avec le départ de nos leaders et des performances individuelles en deçà. J'ai évidemment ma part de responsabilité, mais on voit que l'équipe ne tourne pas forcément mieux depuis mon départ. Vous avez donc testé les mets anglais après avoir longuement maîtrisé l'art culinaire espagnol et l'expérimenté la gastronomie française. Quelle sera donc la prochaine cuisine à laquelle vous allez goûter? J'étais en réunion avec des entraîneurs dont Maurizio Pochettino et on se demandait « Alors tu penses entraîner où maintenant ?» Et on avait la même réponse. Et oui, où ils voudront de moi, rire. Ça peut être en France, en Angleterre, en Italie ou en Espagne. En Allemagne, ça serait plus difficile à cause de la langue, mais aussi du football qui est un bon football, mais un peu éloigné de moi. Je ne m'interdis rien. Donc voilà, voilà l'interview de Monsieur Unai Emery. Donc le making of, comme d'habitude, comme on l'a fait avec Neymar et Mbappé. Ça s'est passé à la Casita de Sabino, son restaurant à Madrid. Durée de l'entretien, 1h34, sans compter un bon quart d'heure de séance photo. Boisson consommée, il a bu de l'eau. Niveau de connivence, 0 sur 10, première rencontre. La note qu'il se donne, 9 sur 10, parce que je pense que l'échange a été vraiment de qualité sur différents aspects du football. La note que l'auteur lui donne, 9,5 sur 10, car il n'a esquivé aucune question. Le nombre de fois où il a regardé sa montre, aucune, disponible on vous dit. La question qu'on a oublié de lui poser, qu'est-ce qui est le plus difficile, convaincre Thiago Silva de ne pas paniquer ou demander à Ozil de courir un peu plus vite en footing? Autre personne présente, son frère Igor et le photographe Julien Faure, l'interview qu'il aimerait lire dans France Football, Marcelo Bielsa, ce serait pas mal. Moi ce que je comprends pas, déjà 1h34 alors que l'interview là on l'a fait en 18 minutes, donc je sais pas s'ils ont un petit peu fait de montage, bref, donc voilà, donc voilà, on va vous montrer un petit peu les photos, comment s'est passé l'interview, voilà, dans ce restaurant là, voilà, avec Marchand et compagnie, donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc que retenir de cette interview? Bah déjà moi ce que je vois c'est que quand il dit j'aimais beaucoup Thiago Motta, mais il ralentissait le jeu. Pourquoi tu le mets alors? Je comprends pas. Tu l'as mis titulaire à tous les matchs.
Bon, je suis désolé. Il y a eu un mercato raté avec des Ressé, avec des Ben Arfa. Après, il y avait Thomas Meunier qui est arrivé. L'année précédente, sa sentinelle, il l'a vraiment jamais eu. Il a fait venir Lassana Diarra, il lui a vraiment jamais donné sa chance. Donc, à un moment donné, il faut arrêter un petit peu de pleurer. Voilà. Si Thiago Motta ralentissait le jeu, c'était à toi de prendre des risques pour trouver un autre système pour accélérer le jeu. Voilà. Je voulais que Thiago Silva sorte de sa zone de confort, mais je n'ai pas réussi. Le problème, c'est que il a pris un risque en mettant Thiago Silva sur le banc lors du match aller contre le Barça. Ça lui a donné raison, vu que Paris Saint-Germain avait gagné 4-0 et que Kipembe avait fait le plus beau match de sa vie lors de ce match, où Neymar, Suarez, Messi, la MSN n'avaient pas bronché. Il avait été excellent. Après, au match retour, il a remis Thiago Silva, je ne sais pas pourquoi, et on n'a pas vraiment la réponse dessus. Voilà. Pourquoi il n'est pas resté sur sa même ligne de conduite. Il a demandé à Thiago Silva de défendre plus haut, il n'a pas été écouté, ça prouve qu'il n'a jamais réussi à instaurer cette autorité. L'année d'après, contre le Real Madrid, il met au match aller Thiago Silva sur le banc et il remet Kipembe. Il a voulu peut-être refaire le coup de Barcelone. Et après, au match retour, peut-être qu'il aurait laissé Kipembe, ça n'a pas marché. Peut-être d'ailleurs qu'il a tué Kipembe en ne le refaisant pas confiance lors du match retour contre le Barça. Mais voilà. Donc Thiago Silva, ce qu'il faut savoir, c'est que on nous fait croire qu'il a eu aucune pression du club, aucune pression des joueurs, des propriétaires, tout ça. Si, il y a eu une grosse pression du club. D'ailleurs, Thiago Silva, comme je vous l'ai expliqué, il était tellement énervé que M. Nasser El-Khelaifi et le Qatar et l'émir ont dû lui payer une maison pour qu'il se calme. Tout ça parce que monsieur n'a pas été titulaire au match aller contre le Real Madrid. C'est ça qu'il faut savoir. Aussi, où je suis pas d'accord avec Unai Emery, c'est que au début, il est arrivé avec l'intime conviction qu'il fallait jouer en 4-2-3-1. C'est ce qu'il voulait faire. D'ailleurs, il voulait que Pastore soit le meneur de cette équipe lors de cette première saison. Ça a très bien fonctionné lors des premiers matchs amicaux, surtout contre le Real Madrid où on avait fait une masterclass, contre l'Inter de Milan, contre Lyon où on avait fait un jeu exceptionnel au Trophée des Champions, 4-1. Mais voilà, monsieur Thiago Silva, Verratti, monsieur Marquinhos n'étaient pas contents. Pareil pour Blaise Matuidi, ils sont venus aller pleurer dans le vestiaire de Nasser. Nous, on n'aime pas jouer comme ça. Nous, on est une équipe de possession de balle. On veut rejouer en 4-3-3, nani nana. Donc moi, ce que je comprends pas, pourquoi tu vires Laurent Blanc, 22 millions d'euros, tu fais venir Unai Emery qui doit apporter de nouvelles idées. Donc pourquoi avoir viré Laurent Blanc si c'est pour jouer pareil? Donc voilà. Donc Unai Emery, mais il a même pas eu son mot à dire. Et comme il a aucune autorité et que c'est pas un mec comme Marcelo Bielsa, comme Mourinho, comme Sarri qui vont aller au contact et à dire moi c'est comme ça, si t'es pas content c'est pareil. Lui voilà, c'était un petit peu inespéré que le Paris Saint-Germain l'appelle. Voilà, faut dire la vérité. Donc voilà. Quand il dit à Paris je pouvais devenir le meilleur entraîneur du monde, j'ai raté cette occasion. Non, moi de toute façon moi je pense que après moi j'avoue j'étais très content quand Unai Emery est arrivé au PSG. J'ai vu ce qu'il faisait avec Séville, j'étais vraiment content. Malheureusement j'avais parlé trop vite. Voilà, c'est un gars qui est très fébrile. Avec Séville, il gagnait presque pas de match à l'extérieur. Voilà, là il essaye de faire son autocritique, mais voilà, il avoue qu'il a réussi nulle part. Quand il dit que quand je suis sorti de Paris, je suis devenu un bien meilleur entraîneur, bah non, je suis pas d'accord. T'as été viré d'Arsenal comme de la merde. Donc voilà. Donc c'est un peu tout et son contraire de ce qu'il dit. Quand il dit que Neymar est facile à coacher, c'est comme Ronaldo, c'est comme Messi. Les plus mauvais entraîneurs ont réussi au FC Barcelone avec Lionel Messi. T'as pas besoin d'être un excellent coach quand tu as des joueurs comme Mbappé, Neymar, CR7 et Messi. Voilà, ça marche tout seul. C'est comme quand tu joues à FIFA, tu prends les meilleurs, tu gagnes. Donc voilà. Donc voilà, moi je pense qu'il est mort le jour où il a pris cette tannée, parce que moi ce qui m'énerve aussi dans cette interview, c'est qu'il met tout la faute sur l'arbitrage. D'accord, on le sait très bien lors de ce match qui pour moi était truqué, qui pour moi est l'une des plus grandes, un des plus grands vols du football après le Chelsea-Barcelone de 2009. D'accord, pas de souci, l'arbitre a été lamentable, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais toi aussi tu as été lamentable sur tes choix, en ne laissant pas Kipembe comme au match aller, en n'ayant pas réussi à instaurer ton autorité, en ne faisant pas rentrer, Javier Pastore lors de ce match retour, parce que tout le monde savait qu'il fallait faire rentrer Pastore à une demi-heure de la fin, sauf toi, tu n'as pas eu les couilles de le faire. Donc voilà,
L'arbitrage, d'accord, mais si vraiment tu aurais eu un bon schéma tactique, parce que ce qu'il faut savoir, hein, regardez les buts qu'on prend. Regardez le but de Marquinhos contre son camp, le but de Kurzawa, l'erreur de Kurzawa, pareil. Donc même si l'arbitre t'a fracassé, t'a volé, si vraiment t'aurais été au niveau, t'aurais perdu, allez, 4-1, au grand maximum. 4-1, voilà. Pareil au Real Madrid, hein, où Paris a marché 80 minutes sur la tête du Real Madrid, mais encore, là, il te dit pas qu'Areola a fait des fautes de main, que Paris n'a pas été assez efficace, encore la faute de l'arbitrage. Non, c'est un petit peu la faute sur toi aussi. Voilà. Après, il y en a qui me disent, qui voulaient savoir, est-ce que pour moi Thomas Tuchel est meilleur qu'Unai Emery? J'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Moi, je suis pas fan de Tuchel, je n'aime pas Thomas Tuchel. J'étais un grand fan d'Unai Emery au FC Séville et ça m'a vite passé. Voilà. Et après, moi j'ai été beaucoup critiqué sur les vidéos que j'ai faites sur Thomas Tuchel. Ouais, Sacha, tu parles, mais t'as qu'à y aller, toi, l'entraîneur du PSG. Ouais, bah y a pas de souci. D'accord, moi je peux y aller entraîner le PSG, hein, mais voilà, il faut que ce soit moi qui ai les pleins pouvoirs, hein. Faut bien rigoler un petit peu. Voilà. Et beaucoup me posent la question, Sacha, qui tu prendrais comme entraîneur au Paris Saint-Germain après Tuchel? Moi? Comme je lui ai dit. Ah moi, de toute façon, qui part, qui reste, ils font ce qu'ils veulent. Même si moi je sais, parce qu'il y en a qui disent, tu rêves Sacha, Thomas Tuchel restera au Paris Saint-Germain, c'est un choix de l'émir lui fait confiance. Moi, il reste, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, si on me demande de choisir un coach, je le ferai avec plaisir. Mais on me le demandera pas, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Puis après, sur le fait est qu'il n'a pas eu de pression du club, c'est un menteur. C'est un menteur. Voilà. On savait que depuis Barcelone, il n'avait plus de monopole. On lui a laissé sa deuxième chance. Comme là, on laisse sa deuxième chance à Thomas Tuchel. Bon, bah voilà, c'est un entraîneur qui a échoué au Paris Saint-Germain. Et comme beaucoup d'entraîneurs au Paris Saint-Germain, Ancelotti, il est parti du PSG. Par exemple, Camboire, il a quitté le PSG. Camboire, il s'est fait virer de partout, après dans tous les clubs par où il est passé. Ancelotti, même si ça a été l'un des meilleurs coachs du Paris Saint-Germain, il s'est fait virer du Bayern, il s'est fait virer du Napoli. Unai Emery, il est parti du Paris Saint-Germain, il s'est fait virer d'Arsenal. Laurent Blanc, depuis qu'il est parti du Paris Saint-Germain, ça fait quand même maintenant 4 ans, il n'a jamais trouvé une équipe et personne ne veut de lui. Donc voilà, Paris a un gros problème pour choisir des coachs compétents. D'ailleurs, pour moi, le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain, pour moi, c'est Arthur Georges, hein, Moustache le portugais. Allez vous renseigner si vous ne le connaissez pas. Voilà, c'est lui qui a été champion de France en 86, si je ne me trompe pas. Non, c'est en 94, excusez-moi. Il a été champion de France avec le Paris Saint-Germain en 94. Je crois que c'est lui qui va en demi-finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, défaite contre le Milan. Donc voilà, il y a des autres clubs, par exemple, désolé de le dire, ça me tue de le dire, mais par exemple, l'Olympique de Marseille a toujours mieux choisi des coachs que le Paris Saint-Germain. À Marseille, il y a eu des coachs que moi j'ai appréciés. Marcelo Bielsa, Eric Guéret, et même là, André Villas-Boas, parce qu'avec des pipes quand même, être deuxième, c'est quand même pas à négliger. Donc voilà. Donc là, Thomas Tuchel, le problème au Paris Saint-Germain, c'est que ce mec-là, c'était quoi son problème à Unai Emery? C'est qu'il avait pas de couilles. C'était un entraîneur sans couilles, et un entraîneur qui n'arrive pas à faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Je suis désolé. Ça a quand même été le seul coach sous l'ère qatari à ne pas avoir réussi à être champion de France. Lors de l'année 2016-2017, on est battu par Monaco. Vous allez me dire, tu te trompes, Sacha, Camboire n'a pas été champion. Sauf que Camboire n'a pas été champion, on ne sait pas, vu qu'il a été viré au mois de décembre. Donc c'est Ancelotti après qui a pris la suite et Paris n'a pas été champion. On ne sait pas ce qui se serait passé si Camboire serait resté au PSG lors de cette saison-là. Est-ce qu'il aurait été champion ou pas? Mais voilà, donc pour moi c'est un entraîneur qui est fini. Je pense que c'est un entraîneur qui a le niveau pour entraîner des clubs comme Séville, des clubs comme Francfort, comme Thomas Tuchel, voilà. Après, est-ce que Tuchel s'est remis en question? Unai Emery, certes, la première année, il n'est pas champion, contrairement à Tuchel, mais au moins, il a gagné la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions. Après, la deuxième année, il a fait un sans faute Unai Emery au niveau national, hein, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat et Trophée des Champions. Donc voilà, on verra si Tuchel fera mieux cette saison. Il est déjà en finale de Coupe de la Ligue, alors qu'il avait été éliminé en quart de finale la saison dernière. Il a déjà gagné le Trophée des Champions, il est bien parti pour gagner encore un titre de champion. On verra en Coupe de France et en Ligue des Champions ce qui se passera. Est-ce qu'il s'est fait enfin porter une paire de couilles? On voit que, parce que là j'aime bien, ce qui me fait marrer, c'est que là on nous fait croire que c'est Tuchel qui est en train de préserver Neymar. Non, non, on a bien vu avec la masterclass. D'ailleurs, regardez la une de l'équipe aujourd'hui, hein. D'ailleurs, on essaiera d'acheter l'équipe demain. La une de l'équipe aujourd'hui, c'est Oscar à Leonardo. C'est Leonardo qui s'est imposé au Canal Football Club. C'est pas Leonardo, c'est pas
Canal+ qui a demandé à Leonardo de s'exprimer. C'est Leonardo qui est venu en son âme et conscience venir parler et défendre le Paris Saint-Germain parce qu'il y a bien un anti-parisianisme. Et là, d'ailleurs, c'est la preuve qu'il y a bien un anti-parisianisme et beaucoup de négativité envers le Paris Saint-Germain et qu'on souhaite tous, ces journalistes-là, tous ces journalistes souhaitent que le Paris Saint-Germain se casse la gueule contre Dortmund. Parce que pourquoi cette interview sort, excusez-moi, pourquoi cette interview sort 8 jours avant le match contre Dortmund? Elle aurait pu sortir au mois de novembre, au mois de décembre. Tout ça est calculé parce que France Football, c'est la même que l'équipe 21, c'est la même filiale, c'est la même chaîne. Voilà. Donc quand c'est pas RMC, quand c'est pas Téléfoot, quand c'est pas France Football, quand c'est pas l'équipe, bah voilà. Et ils vont continuer à faire du sale. Voilà. Donc les bonnes nouvelles, on a vu Tourelle, hein, il y a les retours de Bernat, Thiago Silva et Marquinhos qui reviennent. Gay s'est blessé, mais voilà. Moi, si on me demande de choisir un coach, je le choisirai avec plaisir. Mais on me le demandera pas, donc il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, sur les salaires des joueurs, hein, moi, si par exemple j'étais président de club, et d'ailleurs c'est ce que Leonardo ferait, hein, même si j'étais milliardaire comme les Qataris, hein, moi jamais je paierais un joueur 200, 300, 400, 500, 600 000 euros par mois. Ça n'existera jamais chez moi si j'avais un club. Alors, à tous les mercatos, on se ferait dépouiller de tous nos joueurs. Rien à branler. Voilà, c'est comme ça que ça marcherait. Il y aurait un salary cap et ça se passerait pas comme ça. Et t'inquiète pas qu'il y a des joueurs en centre de formation qui sont tout à fait remarquables. Hein. Neymar, il sort bien d'un centre de formation. Messi sort bien d'un centre de formation. CR7 sort bien d'un centre de formation. Ils ont bien été en centre de formation, ces joueurs. Donc voilà. Après, des Ronaldo, des Messi, bah, ils ont un talent exceptionnel comme Neymar maintenant. Il faut qu'ils nous prouvent tout cela. Donc voilà. Donc on espère que ce sera enfin une saison tranquille, cette saison, et performante. Donc voilà les postos. Même si on n'aime pas Tourelle, bah, on sera toujours derrière notre club et surtout on sera toujours là pour dénoncer cet anti-parisianisme. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire, hein, toujours avec des commentaires constructifs, pertinents et intéressants. Hein. Continuez à commenter de la sorte, hein. C'est vraiment un plaisir de vous écouter. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'interview de Unai Emery, hein, si vous voulez vous remettre la vidéo en arrière pour bien écouter les réponses, les questions. J'espère que j'ai pas trop bégayé parce qu'il y en a qui me disent que je ne sais pas lire en commentaire des fois, donc j'essaie de faire le plus propre possible. Vous voyez, hein, c'est écrit vraiment très 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 petit, donc on fait ce qu'on peut, voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'interview de Unai Emery, ça m'intéresse beaucoup. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour recevoir une notification des vidéos qui vont sortir. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!